Donc, tu nous parles aujourd'hui du spectacle Eda que tu as créé, que tu interprètes. Et voilà, l'idée c'était un petit peu que tu nous parles du point de départ de cette envie, de ce sujet, de pourquoi. J'ai lu du coup que tout ça était parti d'une loi votée en Russie en 2017 qui dépénalisait les violences domestiques et que c'est en partie, c'est un des points de démarrage de cette aventure qui est Eda. Donc si tu veux, voilà. Bah, c'est vrai que c'est intéressant de parler toujours de comment germe, comment naît un projet. Pour Eda, le point de départ, c'était surtout l'envie de retravailler avec Sigrid Carré-Lecoindre, de se confronter à nouveau à son écriture. Et puis là, on venait de terminer la mise en scène d'un texte qu'elle avait écrit qui s'appelle Les cœurs tétaniques. Et c'était une réécriture des Trois Sœurs de Tchekhov. Et je voulais cette fois-ci aborder l'histoire intime à travers un monologue, l'histoire intime d'une femme qui avait un problème avec la parole, qui avait du mal à avancer dans sa vie et qui, d'une certaine manière, tout comme, euh, tout comme elle bégayait ses pensées, elle bégayait aussi sa propre vie, dans son incapacité à prendre une décision, à bouger et à se lancer dans l'écriture de sa vie. Et puis est arrivée cette fameuse loi de février, enfin promulguée en février 2017 en Russie, qui visait à dépénaliser les violences conjugales. Et j'ai été bouleversée par cette loi. Enfin, en tout cas, le fait de me poser cette question au cœur d'un débat public m'a beaucoup heurtée parce que ça résonnait avec des choses personnelles qui étaient plus ou moins douloureuses, enfin assez douloureuses. Et du coup, j'ai dit à Sigrid, bon, on arrête de parler du bégaiement, on va pas, j'aimerais bien qu'on traite ce sujet. Elle m'a dit, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Et on a commencé à chercher ensemble euh, comment aborder ce sujet. Pendant une semaine, on a regardé plein de vidéos, lu plein de choses. On voulait raconter l'histoire d'une femme mais en partant d'un fait divers. Et donc, c'était assez intéressant et troublant de découvrir le nombre de faits médiatisés autour de cette question. Et on voulait trouver une figure qui était un peu trouble, qui ne donnait pas, qui posait des questions, qui n'était pas spécialement que victime. En fait, voilà, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la relation entre une femme et un homme, euh, mais dans le cadre d'une relation de couple qui dérape et où l'un devient le bourreau de l'autre de façon plus évidente, même si l'histoire qu'on raconte peut prêter d'autres interprétations. Et on est tombé sur la figure de Eda Nussbaum, qui est une femme américaine qui, à la fin des années 80, a été sous le feu des projecteurs suite au décès de sa fille adoptive. Euh, et euh, et on a condamné, enfin le mari de cette femme a été condamné à 17 ans de prison pour coups et blessures portés sur sa femme et non sur l'enfant, parce qu'on n'a jamais su réellement comment était mort l'enfant. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Survivre au terrorisme intime, dans lequel elle raconte son histoire. Enfin, c'est Surviving Intimate Terrorism. Mais donc, c'est pas traduit en français. On l'a commandé et lu en anglais. Et voilà. Et ça a été le premier fil conducteur que nous avons trouvé à l'histoire. Et Sigrid
à partir de cette histoire, tresser un certain nombre de poèmes, puisqu'elle écrit beaucoup comme ça, en laissant aller sa plume sur certaines intuitions d'écriture, sans forcément construire un récit, mais en allant chercher, explorer des thématiques. Par exemple, là, il y avait, c'est une couleur qu'elle a commencé à explorer. Elle est rentrée dans le bleu. Et tout autour du bleu, elle a tressé un certain nombre de poèmes qui, qui, qui sont inclus dans le texte de la pièce, autour du bleu de la peau, au bleu de la salle de bain d'Eda, aux algues bleues dans lesquelles qui sont comme des poisons dans les eaux stagnantes. Voilà, il y a toute une série de métaphores de la violence et de la dissimulation de la violence qui sont, qui sont passionnants à découvrir dans cette œuvre-là. Et en fait, après la livraison de ces premiers poèmes, Sigrid m'a a accepté de participer à une résidence de travail en compagnie du créateur sonore Lucas Lelièvre, qui donc a participé aussi en tant que dramaturge sur l'agencement de ces... Enfin, en tout cas, on l'a beaucoup sollicité pour essayer de trouver une voie entre celle de l'auteur et celle de la metteur en scène, pour essayer de conduire son chemin, enfin le chemin dramaturgique de la pièce. Et j'ai fait beaucoup d'improvisation pendant cette semaine-là, parce que ce qu'il fallait trouver, c'était le liant et le récit. Et donc, et parce que l'écriture de Sigrid était extrêmement poétique, mais beaucoup plus dense que ce que la pièce présente. Et, donc, après, on a retranscrit les improvisations et un grand nombre de parties de récits dans le texte de Eda sont la retranscription adaptée par Sigrid de ces moments-là de travail au plateau, et dans lesquels je raconte, enfin, le procédé qu'on a adopté, c'est aussi que je devais, parce que c'était important pour moi à cette époque-là, raconter à la fois des choses de Eda Nussbaum et des choses de ma vie personnelle, des choses qui étaient que j'avais, des sensations, d'écrire des sensations, d'écrire des sentiments, en passant par la description de situations dans lesquelles je, 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 je m'étais retrouvée. Et donc, on voulait travailler sur cette espèce de flou qui fait qu'on n'a pas raconté finalement l'histoire de Eda Nussbaum, on n'a pas raconté l'histoire d'une autre personne, on a raconté quelque chose imaginaire, une histoire imaginaire, qui présente des similitudes avec beaucoup d'histoires racontées et qui, surtout, souhaitait présenter un point de vue sur le problème des violences domestiques et de l'amour au cœur du couple, Oui, quand celui-ci tombe dans la détresse. oui, ce qui ressort, c'est de montrer la complexité de ce qui se construit et pas seulement l'aspect victime. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, mais de la complexité des rapports qui se construisent à deux et du vécu de la femme, pour le coup, Oui. du point de vue de la femme. Pas que du point de vue de la femme, justement. C'est ça la grande force du texte de Sigrid Carré-Lecoindre, c'est que on raconte l'histoire d'une femme, mais ce n'est pas cette femme-là qui raconte. C'est un narrateur qui prend tour à tour le point de vue, un narrateur ou une narratrice, d'ailleurs on ne sait pas si c'est Eda elle-même, si c'est l'enfant qui plus tard raconte l'histoire, ou si c'est quelqu'un d'autre, ou si c'est... En fait, il y a un flou sur le statut du narrateur qui permet de raconter des choses plus ou moins précises sur ce qui s'est passé réellement dans
dans l'histoire. Et le récit est troué par des prises de parole en direct, celle de Eda et aussi celle de cet homme qu'elle aimait. Et on, on- enfin, on a trouvé ça intéressant de pouvoir à la fois raconter l'escalade de la violence et de la détresse dans ce couple, et une espèce de séparation progressive des corps qui se retrouvent seulement pour se battre. Euh, on a souhaité, on a trouvé que c'était intéressant de l'exposer des deux points de vue et d'essayer, même si c'est très difficile et c'est vraiment une position difficile à tenir, mais euh, de ne pas condamner l'homme de fait, enfin, d'une certaine manière, en tout cas, de, d'essayer de comprendre un mécanisme, un processus, et de ne pas être dans un jugement moral, une approche morale de l'histoire. Pour aussi permettre à ceux qui ont découvert en eux ce monstre-là, qui pourrait être en chacun, dans telle ou telle situation. Enfin, moi, je pense que chacun pourrait se trouver dans une telle impuissance, dans une telle folie que, que, que le sentiment, la colère, la violence s'exercerait sur des choses, sur des personnes, et il y a une co-responsabilité dans le fait de, de maintenir ces relations. Il faut les couper. C'est précisément ce que ces deux personnes n'arrivent pas à faire, et ce qui fait que un processus d'autodestruction est enclenché, euh, ou de destruction mutuelle est enclenché. Aussi bien pour l'homme qui se découvre violent et qui ne peut plus, après le premier coup, revenir en arrière et est confronté avec une forme de honte de lui-même qui exacerbe sa colère et son désarroi, et qui le fait aller de plus en plus loin. Et aussi bien du point de vue de Eda, puisque c'est le seul personnage à être nommé dans la pièce, et Eda, parce que le nom Eda, ça veut dire combat, ou force. Et ça nous intéressait de le raconter, en tout cas. Voilà. Mais, parce que Eda reste et restant, entretient involontairement, certes, mais maintient cette situation où elle est victime, mais elle est aussi, par sa présence, bourreau de son bourreau, par son non-agissement, sa non-réaction, bourreau de son bourreau. Et cette situation-là complexe est très difficile à défendre, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui reçoit des coups et quelqu'un qui en donne. Quelqu'un qui fait vivre des humiliations à répétition, des violences psychologiques, et quelqu'un quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui commet. Mais voilà, on voulait montrer que c'était plus compliqué que ça, et que, comme un paradoxe incroyable, que dans l'amour peut exister la violence. Que ce n'est pas par absence d'amour que la violence naît. Et c'est certains amours qui sont faits dans les relations déséquilibrées, ou qui sont faits de, de violence. Peut-être pour raconter aussi l'histoire, parce que en fait c'est intéressant, c'est l'histoire donc d'une femme bègue
enfin d'une femme bègue, non. C'est l'histoire d'une femme qui est extrêmement timide et qui est emmurée dans sa timidité et dans sa solitude, et qui un jour rencontre un homme qui la voit, la reconnaît et se met à l'aimer. Et avec lui à ses côtés, elle apprend à prendre confiance en elle, et il l'aide à affronter ses peurs, à se rendre, à apparaître en confiance, à la fois en société, mais aussi dans sa vie professionnelle. Et ils se marient, non, ils ne se marient pas, mais ils emménagent ensemble, ils ont un enfant, et la relation se construit dans ce rapport de Pygmalion à sa créature qui voilà, commence à s'épanouir à ses côtés, se sentant aimé. Et puis, la relation arrive à un point de bascule où un jour, cet homme est invité dans une relation, dans une réception dans la maison d'édition dans laquelle elle travaille. C'est la première fois qu'il vient dans cette maison d'édition. Et il se rend compte à quel point sa femme est complimentée, et épanouie, appréciée. Et c'est la première fois qu'il est au second plan, socialement. Et c'est la première fois que les gens ne semblent pas reconnaître l'influence qu'il a pu avoir sur elle. Et ce manque de reconnaissance fait apparaître en lui une béance, un besoin nouveau, et décale la relation. Et il se rend compte qu'il ne peut pas se réjouir du succès que sa femme a si elle ne compense pas ce succès par une gratitude importante. Et à partir de ce moment-là, va se construire tout un mécanisme de jalousie qui va les détruire l'un et l'autre. Je vais juste... Pardon. C'est toujours ok. Si ça te va, on t'a proposé, du coup, la scène nationale t'a proposé un format particulier, là, donc de passer d'un spectacle avec un décor, avec tout ce qui fait spectacle, à un enregistrement du texte. Est-ce que du coup toi comment tu sens ça, ou est-ce que tu sens, du coup je me demandais, est-ce que tu sens le besoin pour les gens qui vont entendre de décrire ce décor, de décrire tout ce qu'il y a autour, ou juste de laisser vivre ce texte Je pense que, évidemment, le spectacle est à voir. Parce que on a fait des choix qui, je pense, peuvent l'éclairer. Malgré tout, enfin, en tout cas, le mettre en valeur. Mais malgré tout, ce qui est superbe avec le cadeau que m'a fait Sigrid en m'écrivant ce texte, c'est que elle a aussi, elle a aussi créé une œuvre autonome, qui a une vie autonome. Et d'ailleurs, au moment où on a créé ce spectacle, on s'était dit, voilà, Sigrid, tu fais ce que tu veux avec le texte, et Léna, tu fais ce que tu veux avec la mise en scène. Et du coup, puisqu'il fallait faire un format aussi de spectacle qui soit de 1h15 à peu près, pour pouvoir aller à Avignon, etc., pour pouvoir tourner le spectacle un peu partout, on a fait des concessions. On a coupé dans le texte, on a fait en sorte que certaines très belles choses soient malgré tout coupées pour que l'action puisse avancer, pour que le spectateur soit constamment stimulé théâtralement. Or, on a travaillé sur Sigrid a travaillé à la publication de ce livre,
aux éditions théâtrales, qui est paru 1 an plus tard. Et il présente un grand nombre de textes qu'on avait coupés dans la pièce. Et à l'occasion de la proposition de la scène nationale d'Evry, je vais rajouter quelques petits moments. Donc moi je suis très heureuse parce que on va faire une version longue et une version courte du podcast pour que les spectateurs puissent choisir aussi, enfin les auditeurs puissent choisir ce qu'ils ont envie d'écouter. Mais je pense que il y a des moments de ce texte très, très, très rythmés et très, très beaux, très imagés qui vont apparaître d'autant plus fortement à l'audio, en façon fiction radiophonique. Donc je suis très contente de ça, et le travail musical de Lucas Lelièvre est très spécifique à l'écriture. Il s'est construit en corps à corps avec ma propre voix, avec mon corps, ma présence dans le texte de Sigrid. Et du coup, je pense que ça suffit. Enfin, ça peut suffire. Et c'est pas une version amoindrie du texte. Au contraire, peut-être, c'est juste un autre objet, mais qui sera tout à fait appréciable, et même peut-être pour certains, puisqu'on a rajouté des petits morceaux, encore plus intéressants. Et qui pourrait compléter l'expérience de spectateurs que certains ont déjà eu, ou auront, on espère bientôt aussi. Absolument. Que ça puisse venir s'articuler avec le spectacle sur scène. Absolument. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui va bien s'écouter, quoi. Je pense que c'est une expérience d'écoute où on peut plonger, quoi. On plonge dans l'histoire racontée par Sigrid, et il y en a vraiment pour beaucoup d'émotions. Enfin, voilà, elle construit très savamment les différentes strates littéraires, en passant du conte à la poésie, à la narration, et elle enchâsse tout ça dans sa partition, et ça crée beaucoup d'émotions, quoi, cette manière de composer l'œuvre. Donc voilà, on verra bien tout à l'heure quand on va l'enregistrer. Merci infiniment d'avoir joué le jeu de l'enregistrement, de l'interview, de tout ce qu'on peut, J'espère qu'on pouvait mettre en place en cette période. Merci beaucoup en tout cas, et à très vite.